Pourquoi certains immigrants africains réussissent-ils en Amérique et d'autres pas? Pourquoi certains couples immigrants africains réussissent-ils en Amérique, aux États-Unis, et pourquoi pas d'autres? Bienvenue à EFATA, l'école de la famille et de la réussite en diaspora. Si tu vis en Europe, aux États-Unis, au Canada, comme en Australie, cette vidéo est pour toi. Que tu sois couple immigrant africain, que tu sois en famille, que tu sois un simple individu, mais immigrant, cette vidéo est pour toi. Reste là. Car aujourd'hui, je vais te présenter 7 obstacles qui empêchent certains immigrants africains ou couples immigrants africains de réussir aux États-Unis. C'est le fruit d'une recherche et c'est le fruit aussi de mon expérience et d'une expérience partagée avec plein d'autres. Je ne parle pas de tous les immigrants ici. Je parle de certains immigrants. Pourquoi certains réussissent et d'autres pas? Réussir en Amérique, il faut le retenir d'entrée de jeu, ne dépend pas seulement du fait d'arriver avec un diplôme ou de travailler dur. Oui, car beaucoup le font. Ils ont un diplôme, une expérience, un bon background académique. Ils travaillent dur, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer à travers ces 7 obstacles-là. Et si tu ne franchis pas ces 7 obstacles, tu resteras dans l'échec après plusieurs années. Arrivé aux États-Unis, il y a une chose à faire. Malgré tes diplômes, ton expérience et tes talents, il faut apprendre à naviguer dans un nouvel environnement. Développer de nouvelles compétences et construire une nouvelle stratégie de vie. C'est ce qui manque à plus d'un. Et les 7 obstacles que je vais te présenter, les 7 obstacles qui empêchent certains couples immigrants africains ou certains immigrants africains de réussir aux États-Unis. Déjà, mets en commentaire, selon toi, quels sont ces 7 obstacles? S'il y a au moins un ou deux que tu connais, j'aimerais voir ton avis, j'aimerais voir ta façon de voir les choses dans les commentaires. Et en plus de cela, les 7 obstacles que je vais présenter, j'aimerais que tu réagisses à partir de là pour me dire ce que tu en penses. Mais sans embâche, sans émotion, mais avec objectivité. Ici, nous sommes là pour aider les couples immigrants africains, les immigrants africains à réussir dans la diaspora. Et ces obstacles-là, lorsque tu les reconnais, tu peux les contourner, tu peux les relever, ce sont des défis et tu sais comment bâtir ta vie avec une stratégie ferme, une stratégie rare et vérifiée. Le premier obstacle que j'ai remarqué, ce n'est pas par ordre de valeur que je présente ces obstacles, mais le premier obstacle que j'évoque ici, c'est la mentalité, c'est-à-dire le mindset. Rester avec une mentalité adaptée à son pays d'origine pendant que l'on vit aux États-Unis. Pour moi, ce mindset, c'est souvent le premier obstacle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui. Une personne peut physiquement quitter l'Afrique, son pays d'origine, que ce soit le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Cameroun, ou je ne sais où encore, mais il est mentalement resté dans les habitudes, les croyances et les stratégies de son pays d'origine. Retenez ceci, les habitudes, les croyances et les stratégies de son pays d'origine. Or, il vit aux États-Unis. Pensez-vous que tout va marcher automatiquement? Je ne le pense pas. Car ce qui s'applique dans ton pays d'origine, peut-être même dans le pays voisin, cela ne marche pas comme ça. Mais revenons à notre thème. Nous sommes aux États-Unis et nous parlons de la diaspora. Je vous donne un exemple ou quelques exemples. Dans certains contextes africains,
Et on peut avoir appris à respecter fortement la hiérarchie. On respecte la hiérarchie. On peut avoir appris à attendre qu'une personne en position d'autorité donne une opportunité. Voilà, par exemple, mon chef hiérarchique, et il va me donner une opportunité de croissance, de promotion. On peut avoir appris à privilégier la stabilité plutôt que la prise d'initiative, c'est-à-dire la prise de risque. Et donc, on est là, croisé, comme le petit oiseau qui ouvre son bec, attendant que sa mère vienne jeter sa pitance quotidienne et qu'il fasse ploum. Bon, on préfère la stabilité. Et par exemple, le boulot. On est fonctionnaire de l'État à vie. Voilà, rares sont ceux qui voulaient rentrer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils trouvaient que y a trop de risques là-bas. On peut avoir aussi appris à considérer qu'un diplôme garantit un bon emploi. Même si aujourd'hui, en Afrique, cela commence à changer. Mais cette mentalité est toujours là. On peut également avoir appris à éviter de parler de cette difficulté. On nous a appris, non, ne parle pas de tes difficultés, surtout pas à n'importe qui. Mais est-ce qu'aux États-Unis, parler de ces difficultés n'est pas un atout, n'est pas une opportunité? Voilà, c'est une question à laquelle je vais revenir. On peut aussi avoir appris à compter beaucoup sur la famille et les relations personnelles. On dit d'ailleurs, j'ai des bras longs. C'est une expression que j'ai parfois entendue dans certains pays africains, sinon même dans beaucoup de pays africains. J'ai des bras longs, donc je compte sur ces bras longs-là. Ça peut être un oncle, une tante, un frère, même un de mes parents ou une connaissance qui est dans tel ministère, dans telle administration. Mais arrivé aux États-Unis, tout cela peut être vraiment de suite. Tout cela peut ne pas fonctionner. Aux États-Unis, certaines de ces habitudes peuvent devenir même des obstacles. Oui, ça peut devenir même des obstacles. Par exemple, j'ai un diplôme. Pensez que j'ai un diplôme, donc quelqu'un devrait me donner un emploi correspondant à mon diplôme. Voilà, j'ai fait un master en économie, j'ai fait un master en business administration, j'ai fait un master ou un bachelor, je ne sais pas, dans tel autre domaine, dans le social work. Et donc, je peux attendre ou m'attendre à ce que quelqu'un me donne naturellement un bel emploi qui corresponde à mon diplôme. Mais le marché américain ne marche pas de cette manière. Oui, beaucoup de gens ont des masters, des PhD, mais ils sont là au chômage. Et des gens qui ont le bachelor, mais qui sont en train de percer. Où est le mystère? Il y a un mystère. En Amérique, le marché américain peut demander quelles compétences pouvez-vous démontrer. Je dis bien, quelles compétences pouvez-vous démontrer? Il ne s'agit pas d'être conscient d'avoir des compétences. Tu as des compétences certainement, mais est-ce que tu peux les démontrer? Donc, ta capacité à t'exprimer, ta capacité à communiquer, ta capacité à démontrer, ta capacité à défendre une idée, ta capacité à convaincre. Et cela commence par ton CV, ton résumé sur le papier. Quand le recruteur va recevoir ton résumé, ton CV que tu as envoyé en postulat à un emploi, à une offre d'emploi, la machine va commencer à détecter cela. Le marché américain peut également demander quelle expérience avez-vous. L'expérience, c'est ce que tu as déjà fait et que tu sais faire et que tu sauras toujours faire. Le marché américain va encore te demander quelle valeur peux-tu apporter. Si tu ne peux pas apporter une valeur ajoutée, mais si tu as simplement les mêmes compétences que ce que tout le monde a, mais quelle est ta spécificité? Quelle est ta différence? Comment vas-tu te distinguer? Si tu n'arrives pas à te distinguer par ta valeur que tu apportes, le marché américain est très compétitif. Donc, cette mentalité-là, que d'avoir un diplôme, penser qu'avoir un diplôme, cela suffit, cela ne suffit pas nécessairement aux États-Unis. Le problème est que l'immigrant peut travailler énormément, mais avec une stratégie qui ne correspond plus au nouvel environnement.
Effectivement, j'ai vu beaucoup de gens qui posturent, mais il n'y a pas de stratégie selon le nouvel environnement dans lequel ils vivent. Alors, il y a un changement à faire par rapport à ce mindset-là. Autrement dit, il demeure un obstacle. Le changement à rechercher, c'est que il faut passer de je dois trouver quelqu'un qui va m'aider à qu'est-ce que je peux apprendre, construire, offrir et démontrer. Qu'est-ce que je peux apprendre, construire, offrir et démontrer. Si tu es arrivé à cette étape-là, tu as brisé le cercle vicieux du mindset ou de la mentalité qui peut être un obstacle. Oui. Vouloir compter sur les autres uniquement, cela ne marche pas. Quelles sont tes compétences? Quelle est ta valeur ajoutée? Voilà pourquoi beaucoup d'immigrants, d'immigrants africains ou des couples immigrants africains, ils arrivent aux États-Unis, mais ils n'arrivent même pas à bouger d'un iota. Ils restent toujours dans leur coin. Ils ont un bon background académique dans leur pays d'origine, mais après 10 ans, ça piétine encore. Et tu vas voir, ils vont se contenter de petits boulots, de petits boulots, de petits boulots et devenir aigris et déçus du système américain. Voici le premier obstacle que j'ai cité ici. Le deuxième obstacle, c'est la langue. La langue, ne pas pouvoir communiquer efficacement. Oui, la langue peut devenir une barrière énorme, je vous en prie. Et ici, je voudrais faire une distinction importante entre parler anglais et communiquer efficacement en anglais. C'est deux choses différentes. Il y en a qui peuvent parler anglais, mais est-ce qu'ils communiquent réellement efficacement en anglais? Voilà, une personne peut avoir beaucoup de vocabulaire et connaître la grammaire, mais cette même personne-là, a des difficultés à expliquer son expérience. Elle a des difficultés à passer un entretien, à parler avec son superviseur, à demander une augmentation de salaire, à défendre son opinion, à expliquer un problème. Elle a des difficultés à créer des relations professionnelles, des difficultés à parler à son médecin pour expliquer de quoi il souffre. Elle a des difficultés à communiquer avec l'école de ses enfants ou à comprendre certaines expressions américaines. Cette personne-là, elle connaît bien la grammaire. Cette personne a peut-être fait et peut-être passé en classe de ESOL, English for Speakers of Other Language. Ce n'est plus ESL. Voilà, mais c'est ESOL maintenant. Donc, beaucoup sont passés par là. Après 6 mois, 1 an de cours. Mais ils restent là, ils n'arrivent pas à communiquer efficacement. Je dis bien, et communiquer efficacement, pour moi, ce n'est pas sortir les petits mots, aligner les mots ou les verbes ou la grammaire. Non, ce n'est pas cela. Oui, c'est le real life que ce que je viens d'énumérer ici. Je vous donne un exemple palpable ici. Une personne peut avoir 10 ans d'expérience en Afrique. Mais si elle n'arrive pas à expliquer clairement son expérience pendant un entretien d'embauche, son expérience existe, mais le marché américain ne voit pas, le marché du travail américain ne voit pas son expérience automatiquement. Alors, il ne faut donc pas seulement chercher à apprendre l'anglais. English vocabulary, English grammar. Il faut apprendre English for real life, English for work, English for relationships, English for confidence. Si tu as appris cela, tu maîtrises cela. Actuellement, dans beaucoup de ESL classes, les English teachers, ils sont passés de professeurs, de rôle de professeur à rôle de coach, d'instructeur. Parce qu'ils apprennent avec une application qui existe mais payante, que beaucoup d'États utilisent, ce qu'on appelle le Burlington. À partir de là, ils enseignent maintenant English for Real Life. Et c'est comme cela que tu peux communiquer efficacement. C'est d'ailleurs
Et pour cela que j'aide beaucoup d'immigrants africains ou de non-africains, les latinos par exemple, les chinois, les d'autres immigrants qui sont ici, mais qui veulent communiquer efficacement en anglais. Pas seulement apprendre l'anglais. Oui, pas seulement apprendre des mots, pas seulement apprendre. Je ne suis pas un professeur d'anglais, mais je suis un coach qui te permet de ce que tu peux que tu connais ou que tu as appris en classe, d'utiliser cela pour la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et à développer vraiment une certaine assurance. Et c'est ça qui doit te permettre, quand tu parles, on t'écoute. Quand tu parles, on te suit. Quand tu parles, on te comprend. C'est l'essentiel. Et ce travail-là, je l'ai fait depuis plusieurs années. Et c'est là que j'ai compris comment beaucoup d'immigrants africains, de couples immigrants africains vivent aux États-Unis depuis plus de 10 ans, mais n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Voilà la langue qui peut véritablement être un obstacle majeur, une barrière dangereuse, mais qui n'est pourtant pas difficile. Pourquoi tu vas passer plus d'une année, plus de 2 ans, en train de dire que tu apprends l'anglais? Ça n'a aucun sens. C'est parce que tu n'as pas encore compris le topo. Oui, j'ai vu des gens qui après 6 mois, arrivaient à s'exprimer efficacement. Comment ils ont fait? Il y a un secret ou des secrets. Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, à mes apprenants, à tous ceux que je coach ici aux États-Unis pour pouvoir parler l'anglais efficacement. Communiquer, pas parler l'anglais, communiquer en anglais. Utiliser ce qu'ils ont pour pouvoir s'exprimer efficacement en anglais. La nuance est très importante ici. Avant de continuer, mettez les j'aime et partagez cette vidéo pour aider beaucoup de couples immigrants africains que vous viviez en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et bien, voilà, cette vidéo est pour toi. Troisième obstacle majeur que j'ai pu noter ici, c'est le réseau. Beaucoup de couples immigrants africains ou d'immigrants africains, simplement, essaient de réussir seuls. Non, tu n'es pas une pintade. Donc, tu ne peux pas courir toute seule, tout seul. C'est un obstacle majeur si tu n'as pas de réseau. Beaucoup d'immigrants arrivent avec cette mentalité, je vais travailler dur et réussir. Oui, travailler dur, c'est bien, c'est une qualité, mais dans quelles conditions? Travailler dur comment et réussir comment? Aux États-Unis, tu ne peux pas réussir sans réseau. Et beaucoup de gens sont allés se mettre dans des réseaux inutiles. Par exemple, des réseaux communautaires, la même communauté que toi, parce que vous parlez le français, vous vous mettez ensemble. Bon, c'est un réseau, d'accord. Mais est-ce que ce réseau-là te permet d'avancer? Oui. Est-ce que ce réseau-là est lié à ta communauté d'origine-là, te permet de comprendre le système américain? Le travail est important, je le dis toujours. Mais aux États-Unis, le réseau peut également jouer un rôle déterminant. Un rôle bien déterminant dans l'accès à l'information et aux opportunités. Je répète cela. Le réseau peut également jouer un rôle déterminant dans l'accès à l'information et aux opportunités. Et quand tu restes dans les mêmes réseaux, parce que vous parlez la même langue, vous parlez le même dialecte, vous venez du même village, et vous êtes du même groupe ethnique, vous restez dans le même réseau, parfois, rapidement, les informations sont épuisées. Ce sont les mêmes informations qui tournent et parfois même de mauvaises informations ou de fausses informations. Et les opportunités, on n'en parle même pas. Une personne peut avoir les compétences nécessaires, mais ne pas connaître les bonnes personnes, ne pas connaître les bonnes organisations, c'est-à-dire les structures, les ONG, les bons services, ne pas connaître les programmes gratuits ou des programmes payants, ne pas connaître les employeurs, ne pas connaître des mentors, ne pas connaître des associations professionnelles qui aident les immigrants, ne pas connaître les formations disponibles et les bonnes formations, ne pas connaître les personnes qui peuvent faire une recommandation. Oui, tu as vraiment de bonnes compétences. Mais où vas-tu avec ces compétences-là tout seul? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. C'est en connaissant les bonnes personnes qui peuvent te faire une recommandation, qui peuvent t'orienter, que tu vas
y arriver. Et c'est une partie aussi de mon travail. Aux États-Unis, j'aide beaucoup de gens. Je parle, je discute, j'échange tous les jours avec des gens comme ça pour pouvoir les orienter et les guider. Pas que je connais tout, mais en discutant, en utilisant les principes du coaching, j'arrive à permettre à des gens de clarifier d'abord leurs objectifs, d'identifier leurs barrières et de clarifier aussi ou d'explorer leurs motivations et enfin d'établir un plan d'action. Et après le plan d'action, je les suis pour que l'accountability, donc la responsabilité personnelle. Voilà, c'est toi qui agis. Moi, je ne suis là que t'accompagner, t'apporter tout le soutien nécessaire. Mais accountability, c'est quoi? C'est cette responsabilité personnelle. Le changement ne viendra pas de moi, mais viendra de toi seul. Et quand j'accompagne les gens dans ce domaine-là, mais c'est fabuleux, c'est magnifique, les amis. Voilà ce que je fais quotidiennement aussi. Donc, et le réseau est important, important. Alors, pour briser cet obstacle-là, il faut passer de je connais beaucoup de monde, voilà, à un autre mindset là. Est-ce que mon réseau m'aide à apprendre? Est-ce que mon réseau m'aide à accéder à des opportunités? Est-ce que mon réseau m'aide à progresser? J'ai vu à New York quelqu'un qui m'a dit un Burkinabé qui m'a dit qu'il a appris à parler le Moré à New York, aux États-Unis. Or, il n'est pas de ce groupe ethnique Mouara. Le Moré, c'est une langue du Burkina Faso, une des langues du Burkina Faso. Mais ce monsieur-là, qui est Goursi, donc d'une autre ethnie, d'un groupe, d'une autre langue ethnique, au Burkina Faso, il est né là-bas, il a grandi au Burkina Faso, il n'a pas pu apprendre le Moré au Burkina Faso. C'est à New York qu'il vient apprendre le Moré. Comment? Parce qu'il vivait seulement dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui parlaient cette langue-là. Et lui aussi, il l'a appris. Il parlait maintenant le Moré et le français mieux que l'anglais. Parce que dans ce milieu-là, dans ce réseau où il était, on ne parlait pas du tout l'anglais, ou presque pas. Vous voyez comment c'est le monde à l'envers parfois. Voilà, donc des critères pour choisir son réseau. Est-ce que ton réseau t'aide à apprendre, t'aide à accéder à des opportunités ou t'aide à progresser? Il faut construire, pour moi, 3 types de relations lorsqu'on est aux États-Unis. Donc, premier type de relation, des personnes qui savent plus que moi. Il faut se le dire. Si je suis des gens et ces gens ne savent pas plus que moi, ah non, il y a un problème. C'est-à-dire des professionnels, des mentors, des enseignants, des gens, pas nécessairement des gens qui sont arrivés dans le pays avant moi. Parce que tu peux arriver dans le pays avant moi et moins connaître que moi. Parce qu'un adage africain dit ceci, et ce n'est pas parce que je suis né avant toi que je vis l'éléphant avant toi. N'est-ce pas, les amis? Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé aux États-Unis avant toi que je connais plus que toi ou mieux que toi. Non. Donc, premier type de relation à construire aux États-Unis, c'est du groupe de personnes qui savent plus que moi. Et deuxième type, des personnes qui avancent avec moi. C'est-à-dire des collègues, des amis, des groupes professionnels. Troisième type, des personnes que je peux aider. Le réseau n'est pas seulement qui peut m'aider, mais c'est aussi quelle valeur puis-je apporter aux autres. Il y en a qui pensent qu'il faut être dans un réseau et puis chaque fois c'est toi qui reçois, c'est toi qui reçois. Non, qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que toi tu apportes? Moi, je suis arrivé dans un réseau quelconque où j'étais tout nouveau. Ces gens ont cheminé longtemps ensemble, mais parmi eux, il y avait un de mes amis. Et quand je suis arrivé, je l'ai retrouvé là-bas. Et donc, il m'a amené dans ce réseau. Mais ce réseau m'a beaucoup apporté aux États-Unis ici. M'a beaucoup permis d'avancer, de progresser. Mais qu'est-ce que moi j'apportais dans ce réseau? Ce sont mes compétences de coaching, mes compétences d'accompagnement. Même ces gens qui étaient déjà avancés là, c'est moi qui étais là. Ils m'appelaient leur conseiller, mais en réalité, je ne jouais pas le rôle de conseiller.
car que je ne donnais pas de conseils, mais j'apportais des solutions, j'aidais des gens à explorer leur motivation, à clarifier leurs objectifs, à identifier leurs barrières. C'est ce que je les aidais à faire pour aller beaucoup plus loin. Et effectivement, nous sommes allés beaucoup plus loin ensemble. Quatrième obstacle majeur qui empêche les immigrants et africains ou les couples immigrants africains de réussir aux États-Unis, c'est l'emploi. Travailler beaucoup sans construire une carrière. Oui, c'est un piège très très important. Un immigrant peut arriver et trouver rapidement un travail. Par exemple, comme dans les restaurants, la plonge, donc le dishwash, ou bien le cleaning, et dans les restaurants, ou bien dans les entreprises, ou bien travailler dans les warehouses, les entrepôts, les usines, voilà, ou faire la livraison, le delivery, ou dans la construction, ou bien l'aide à domicile. Voilà, ceux qui aident les personnes âgées ou les personnes malades. Voilà, hommes ou femmes qui font très bien ce travail-là. Voilà, ils arrivent, ces gens arrivent, un immigrant peut arriver et trouver ces gens d'emploi. Mais ce travail-là permettra seulement de payer les factures. Oui, il permet de payer les factures. Des gens vont toujours dire, oh, il y en a qui font des millions dedans. Il y en a qui font beaucoup de milliers de dollars dedans. Oui, d'accord. Il ne s'agit pas, dans la vie, il ne s'agit pas seulement de faire des milliers de dollars. Quand tu vas vieillir ou quand tu vas tomber malade. J'ai vu des gens qui sont restés dans ce genre d'emploi, mais lorsqu'ils sont tombés malades, il n'y a aucune assurance viable pour les prendre en charge. Donc, payer les factures n'est pas nécessairement construire une carrière. Oui, le danger est quoi? Il y a un véritable danger. Une personne peut rester pendant 5, 10 ans, 15 ans dans un emploi qui ne lui permet même pas de progresser efficacement. Elle travaille beaucoup, mais son revenu reste limité. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui travaillent dans ces métiers-là que j'ai évoqués précédemment, si ces gens-là avaient eu l'idée de construire leur carrière, ils allaient mieux avancer et élever ou améliorer leur revenu mensuel. Au lieu de rester avec toujours 15 dollars, 20 dollars de l'heure, ou même 25 dollars de l'heure pendant 5 ans, 10 ans, il y en a qui auraient pu mieux faire. Voilà. Et ces gens travaillent beaucoup, mais leur revenu reste limité. La question importante pour moi que je m'avais vous poser, est-ce que mon emploi actuel me permet de construire la prochaine étape de ma vie? Oui, la prochaine étape de ma vie. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ça. Un emploi peut être utilisé comme point de départ, un stepping stone, pendant qu'on développe une certification, une compétence technique, l'anglais professionnel ou un diplôme américain. Oui, j'ai fait ce travail-là, mais c'est pour un moment. Mais parallèlement, je développe ces compétences-là. Et comme je dis, je poursuis une certification ici. Je fais une formation professionnelle ou je retourne à l'école pour tel ou tel diplôme. Voilà. Alors, pour vous y aider, la question à se poser n'est pas quel travail puis-je trouver maintenant, mais plutôt quel travail peut m'amener vers la vie que je veux dans 3 ans, dans 5 ans. Et c'est là qu'il y a le problème. Oui, parce que beaucoup de gens ne se posent même pas cette question, où est-ce que je vais être dans 5 ans? Donc, ils restent dans le même emploi, dans le même boulot pendant 5 ans, parce qu'ils ne se sont jamais posé cette question importante-là. Vous voyez, cette question de se projeter dans le futur, de rêver de son futur, d'organiser son futur, de se battre pour son futur, c'est cela qui te permet d'avoir les outils aujourd'hui pour vraiment prendre ton envol. Oui, il ne s'agit pas de rester parce que je gagne 3 000 dollars le mois déjà et donc je me croise les bras, je suis bien, ça me suffit. Non, cela ne suffira pas. Et cinquième obstacle, ce sont les finances. Gagner de l'argent, mais ne pas construire de richesse. Vous allez me dire, c'est quoi encore ça? Oui, gagner de l'argent, mais ne pas construire de richesse. Le problème n'est pas toujours, je ne gagne pas assez. Oui,
Comme je l'ai dit, même dans ce boulot que j'ai évoqué dans le point 4 là, beaucoup de gens gagnent assez. Oui. Mais le problème est aussi, je n'ai pas encore appris à gérer l'argent dans le système américain. Je n'ai pas encore appris à gérer l'argent dans le système américain. Voilà. Et dans ce système américain, mais il y a un certain nombre de choses à comprendre. Et malheureusement, beaucoup de couples immigrants africains, beaucoup d'immigrants africains passent à côté de cette connaissance-là. Le budget, le crédit et le crédit score, la dette, les intérêts, l'épargne, le fonds d'urgence, les impôts et l'assurance, la retraite, l'investissement, le coût réel des voitures aux États-Unis, les transferts d'argent à la famille à l'étranger. Voilà. Vous voyez, il fait un peu chaud parce que j'ai oublié de mettre le AC, voilà, pour rafraîchir un peu le temps. Voilà, mais c'est pas grave, on va finir. Donc, ils ont oublié d'apprendre tout cela. Mais gagner de l'argent, si tu ne connais pas ce que je viens de dire là, mais tu ne pourras jamais construire une richesse aux États-Unis. Par exemple, une personne qui gagne 4 000 $ par mois, elle envoie 500 $ à sa famille et elle paie 1 500 $ de logement, 700 $ de voiture, 400 $ d'assurance, 500 $ de nourriture et plusieurs dettes. Elle travaille énormément, mais reste toujours financièrement fragile. Car à la fin, avec ce que je viens de citer là, à la fin du mois là, qu'est-ce que tu épargnes? Qu'est-ce que tu épargnes? J'ai toujours donné l'exemple de mon ami ici aux États-Unis qui, après combien? 8 ans aux États-Unis, ne pouvait même pas avoir 5 000 $ dans son compte. Voilà. Qui a 5 000 $, qui a 10 000 $, qui a 15 000 $, qui a 40 000 $ d'épargne dans son compte. Voilà. Le problème n'est donc pas uniquement le revenu. Oui, il faut développer le revenu, donc un bon salaire, c'est vrai, mais il faut aussi développer le money management et le financial planning. Ça, c'est important. Et surtout, apprendre à faire une différence entre ce que je peux me permettre aujourd'hui et ce qui m'aide à construire ma vie de demain. Qu'est-ce qui m'aide à construire ma vie de demain? Ça, ce sont des questions liées aux finances que les couples immigrants africains, les immigrants africains, ne réalisent pas à tout moment. Pourtant, il faut y arriver, il faut prendre le temps de vous asseoir. Le 6e obstacle majeur, c'est le couple. Réussir professionnellement, mais échouer familialement. J'ai toujours parlé de ce couple, de ce point-là ici. Donc, je ne vais pas m'étaler longuement. C'est parce que c'est un problème réel, un obstacle. Mais sachez que l'immigration va tester ton amour. L'immigration va tester ta fidélité. L'immigration va tester ton mariage. L'immigration va tester ta relation amoureuse. Pourquoi? Parce que le couple doit gérer simultanément plusieurs choses. Il faut s'adapter, il faut chercher l'argent, et il faut travailler, il faut s'occuper des enfants. Et la manière de s'occuper des enfants, c'est différent qu'en Afrique. On n'a pas de domestiques ici qui vont t'aider. Tu es seul, vous êtes à deux. Voilà, il faut gérer la famille, rester en Afrique. Les différences de valeurs, tout ça là. Oui, tout ça, ça fait que ça va secouer le couple. Ça va vous secouer dans votre relation. Mais beaucoup ne sont pas préparés à cela. Quand ils sont secoués dans leur relation amoureuse, ils tombent comme des carités. Et moindre chose là, je vais partir. Et des femmes, j'entends des femmes dire, d'ailleurs même aux États-Unis, je peux vivre seul sans mon mari. D'ailleurs même, je peux vivre seul sans un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir et que moi je ne peux pas avoir? Voici des raisonnements, encore des mindsets ici. Et mon travail aussi, ici au niveau, avec les couples ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, c'est de permettre à tout un chacun d'évaluer d'abord sa relation amoureuse. Et j'ai des outils de base pour cela, qui les aident, et des outils scientifiques qui permettent d'évaluer et de développer des compétences relationnelles pour réussir sa relation amoureuse aux États-Unis, au Canada ou comme en Europe. Voilà. Parce que vivre ici en tant que couple, c'est différent de vivre en Afrique en tant que couple ou en tant qu'amoureux. C'est bien différent. Le 7e obstacle, la vision ou le manque de vision.
C'est-à-dire vivre au jour le jour sans direction claire. Pour moi, c'est peut-être l'obstacle qui relie les 6 autres. Oui, c'est vrai, il faut retenir que tous ces 7 obstacles-là s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y a pas d'obstacle isolé. Non, ils vont ensemble. Mais l'obstacle de la vision, là, pour moi, c'est l'obstacle majeur qui relie vraiment les autres. Certaines personnes arrivent aux États-Unis avec une seule vision. Je dois survivre. Non, il ne faut pas chercher à survivre seulement. Alors, mais pour survivre, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent, elles paient le loyer, elles envoient de l'argent au pays, elles paient les factures, puis elles recommencent encore. Et pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Le problème, elles sont occupées, mais n'ont pas nécessairement une direction. Oui, oui, n'ont pas de direction. Et donc, c'est difficile. Être occupé, c'est différent de progresser. Oui, tu peux être occupé, comme beaucoup de gens disent là, et je suis très busy. C'est l'expression que j'entends beaucoup. Mais tu es très busy là, mais tu vas où? Tu es très busy. Pendant 5 ans, 10 ans, tu vas être très busy. Mais tu es allé où? Voilà le problème ici. Une vision doit répondre à plusieurs questions que j'ai notées ici. Voilà. Et quelle personne est-ce que je veux devenir? Quelle personne est-ce que je veux devenir dans 3 ans, 5 ans? Professionnellement, quel métier ou quelle activité est-ce que je veux construire? Troisièmement, sur le plan financier, quel niveau de stabilité financière est-ce que je veux atteindre? Sur le plan familial, quelle famille est-ce que je veux construire? Sur le plan social, quelle contribution est-ce que je veux apporter? Sur le plan spirituel, quelles valeurs doivent guider ma vie? Voici, si tu veux construire une vision claire qui t'amène très loin, mais pas une vision qui te fait tourner en rond aux États-Unis, en Europe, comme en Europe, en France, en Allemagne, ou je ne sais où encore, en Suisse. Non, 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 non. Une vision qui t'amène loin. Voilà. Pour moi, ces 7 obstacles-là, ce sont les 7 piliers de la réussite de l'immigrant ou du couple immigrant africain. Je peux les appeler les 7 piliers de la réussite du couple immigrant africain ou de l'immigrant africain. Et si tu as maîtrisé tout cela, je pense que tu as un pactole comme ça pour avancer. Voilà, chers amis, avant de continuer, et retenez ceci, le travail que je fais là, ne pensez pas que c'est du jeu. Non. Les livres que j'ai publiés sur Amazon, sur ma plateforme, l'école du couple et de la relation, tout cela, c'est pour vous accompagner. Alors, allez-y voir le livre sur Amazon, allez-y vérifier comment voir la plateforme, l'école du couple et de la relation. Vous allez découvrir des livres, des formations, des vidéos qui vous permettent d'avancer. Mais ça, étudiez déjà les 7 obstacles que j'ai présentés ici et dites-moi en commentaire, lequel des obstacles es-tu en train d'affronter? Lequel des obstacles t'empêche d'avancer aujourd'hui? Et comment est-ce que tu le résous? Voilà, écoutez la vidéo jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup et abonnez-vous, mettez les j'aime et partagez cette vidéo encore.